Bonjour tout le monde, bienvenue à la rediffusion des webinaires présentés dans le cadre des Journées québécoises des lésions médulaires, journées d'échange, de réflexion et de célébration. Les Journées québécoises des lésions médulaires sont une présentation de Moelle épinière et Motricité Québec, de Coloplast Corporation et du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, le tout en collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du nord de l'île de Montréal, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du centre-est de l'île de Montréal et du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale. Nos webinaires sont possibles grâce à la participation de nos partenaires Opermix, Elevabec et Vue et Voix. La conférence d'aujourd'hui a pour titre La réadaptation locomotrice à l'ère des robots et est présentée par Mme Andréane Blanchette. Mme Andréane Blanchette est professeure adjointe au programme de physiothérapie du département de réadaptation de l'Université Laval depuis 2012 et chercheuse au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale depuis 2014. Mme Blanchette a complété sa formation en physiothérapie et ensuite des études de deuxième et de troisième cycle en médecine expérimentale à l'Université Laval. Dans le cadre de sa thèse de doctorat, Mme Blanchette s'est intéressée à l'adaptation locomotrice à la suite d'une lésion du système nerveux central. Par la suite, un stage postdoctoral lui a permis d'acquérir davantage de connaissances sur le phénomène de la spasticité. La programmation de recherche actuelle de Mme Blanchette porte sur le développement d'interventions innovantes ciblant l'amélioration de l'intégration des informations somatosensorielles auprès des populations ayant subi une lésion du système nerveux central. Au cours de la conférence d'aujourd'hui, Mlle Blanchette présentera différentes technologies robotisées utilisées en réadaptation et, de plus, nous discuterons de l'efficacité de certains entraînements à la marche utilisant ces technologies sur la capacité et la performance locomotrice des individus vivant avec une lésion médulaire. Là-dessus, je vous laisse avec votre présentatrice de Mme Andréane Blanchette. Bon webinaire! Bon, alors bonjour tout le monde. Très contente d'être ici aujourd'hui pour vous discuter avec vous, en fait, de la réadaptation locomotrice à l'ère des robots. Alors, je souhaite que le son soit peut-être un peu meilleur que les conférences précédentes. On croise les doigts et on pense à vous là, dans le reste du Québec à ce sujet-là. Alors, simplement pour vous faire un petit aperçu de ce dont on va discuter aujourd'hui. Alors, on va commencer avec une révision du contrôle de la marche. Bon, ça a l'air un peu étrange de commencer avec ça, mais je vous dirais qu'il faut quand même avoir une certaine base de connaissances pour comprendre le reste de la présentation par la suite. Ensuite, on va discuter des différents types de robots qui existent actuellement et qui sont étudiés actuellement. Et là, on va faire un petit détour en définissant ce qu'est un exosquelette et en parlant aussi un petit peu de l'historique des exosquelettes actuels. On va brièvement aussi aborder les différents modes de contrôle des robots. Et là, finalement, là, un petit peu plus au cœur de la présentation, on va parler d'utilisation potentielle des robots dans un contexte de réadaptation. Et finalement, est-ce que ça marche? Qu'en est-il réellement de l'efficacité de ces robots-là? Alors, la marche, qu'est-ce que c'est? Alors, certains d'entre nous pourraient avoir tendance à croire que c'est quelque chose d'assez simple. Hein? C'est quelque chose, bon, mettre un pied devant l'autre pour permettre au corps d'avancer, mais finalement, la marche, c'est tout ça. OK? Alors, la marche, pour être en mesure de planifier et d'exécuter la tâche de la marche, il faut être en mesure de positionner adéquatement son corps de façon à initier la marche. Il faut être en mesure d'initier et de terminer la marche au moment où on le souhaite et à l'endroit où est-ce qu'on le souhaite. Il faut aussi être en mesure de générer un patron d'activation musculaire qu'on va voir un petit peu plus tout à l'heure, qui va nous permettre de propulser notre corps vers l'avant, qui va nous permettre aussi d'avancer nos membres inférieurs, nos jambes. Ensuite de ça, il faut être capable de maintenir la stabilité dynamique du corps en contrant les différentes forces en présence, alors entre autres la force gravitationnelle. Il faut aussi être en mesure de moduler le patron locomoteur de façon à être capable de modifier notre vitesse de marche, à franchir des obstacles, à être capable de marcher sur différentes surfaces, etc. Alors, il faut aussi être en mesure de naviguer dans notre espace, alors de guider la marche du point A au point B.
Il faut utiliser le minimum d'énergie pour parcourir la distance maximale. Et finalement, il faut faire attention au maintien de l'intégrité structurelle de notre appareil locomoteur. Alors, voyez-vous que d'emblée, on le constate, c'est pas si simple que ça. Alors, bien entendu, quand il y a des limitations, quand il y a des lésions au niveau du système nerveux central qui se produisent, ça peut affecter un ou l'autre de ces éléments-là et rendre la tâche, l'activité de la marche beaucoup plus compliquée. Alors, globalement, la marche se divise en deux grandes phases. Alors, la phase d'appui et la phase d'oscillation. Phase d'appui, très simple, ça le dit, c'est la phase quand le pied est en contact avec le sol. Phase d'oscillation, c'est la phase aérienne de la marche. Alors, quand le pied n'est plus en contact avec le sol. Et là, voyez-vous, le cycle de marche, on peut le diviser en différentes sous-phases. On ne verra pas ce détail-là. Mais tout ça pour dire que, dans un contexte de recherche, il arrive qu'on décortique le cycle de marche de façon assez précise. Alors, qu'est-ce que ça nous prend pour être en mesure d'avancer d'un point de vue force, d'un point de vue puissance? Alors, il y a plusieurs évidences scientifiques là, qui datent déjà de plusieurs années qui nous démontrent que, de façon générale, ça nous prend 3 bouffées de génération d'énergie qui sont très importantes pour permettre de propulser le corps vers l'avant et pour déplacer les membres inférieurs. Alors, première bouffée, on appelle H1. En fait, c'est une bouffée de génération d'énergie qui provient de la hanche qui permet, alors c'est une phase qui est au début de l'appui. Alors, quand le pied entre en contact avec le sol, les extenseurs de la hanche, alors nos muscles fessiers vont se contracter pour permettre au corps de passer au-dessus du pied. Deuxième bouffée très, très importante et probablement la plus importante, c'est ce qu'on appelle la poussée plantaire. Alors, c'est une phase d'énergie qui en fait se produit au niveau de la cheville. C'est simplement juste avant la phase d'oscillation. Alors, la cheville va générer de l'énergie pour propulser le membre inférieur vers l'avant. De façon simultanée, en fait quasiment simultanée, on a une autre bouffée au niveau de la hanche qui va venir tirer le membre inférieur pour déplacer le membre inférieur vers l'avant. Alors, H1 qui se produit pendant la phase d'appui pour passer le corps au-dessus du pied, et par la suite A2 et H3 pour propulser le membre inférieur vers l'avant. Alors, globalement, ces 3 bouffées-là sont très importantes. Et quand il y en a une des 3 bouffées qui fonctionne moins bien, bien entendu, c'est les autres qui vont devoir compenser. Alors, comment on fait pour générer ces bouffées d'énergie-là? C'est avec nos muscles, bien entendu. Et là, voyez-vous sur la figure de gauche, c'est tous les muscles qui peuvent potentiellement être impliqués dans un cycle de marche. Alors, il y en a beaucoup. Et tous ces muscles-là doivent être coordonnés. En fait, tous ces muscles-là agissent selon une certaine chorégraphie pour produire le patron d'activation musculaire nécessaire au mouvement de la marche. Alors, chacun de ces muscles-là doit être activé à un moment précis, pendant une durée précise, à une amplitude précise. Et c'est ça qui génère notre patron d'activation musculaire. Maintenant, comment on génère ces activations-là au niveau des muscles? C'est des commandes, en fait, c'est une interaction entre des commandes qui sont assez complexes, des commandes centrales, en fait, qu'on appelle, qui proviennent des centres supérieurs, alors le cerveau, et de la moelle épinière, ainsi que des commandes périphériques qui vont provenir de nos afférences sensorielles, alors de nos muscles, de nos articulations, de notre peau au niveau des muscles de nos jambes, par exemple. Alors, c'est vraiment l'interaction de ces commandes-là qui nous permettent de produire la marche. Et là, voyez-vous, ici, je vous ai mis une figure très complexe qui démontre en fait toutes les structures qui peuvent être impliquées dans la marche. Alors ça, c'est toutes des structures du système nerveux central qui peuvent s'impliquer. Et là, je vous avoue que j'ai été assez conservatrice parce que c'est une figure de 1996. Alors depuis 10 ans, il y en a qui se sont ajoutés. Il y a des flèches qui se sont croisées. Alors, il est assez facile là, de comprendre que lorsqu'il y a une lésion au niveau de la moelle épinière qui se produit, que le contrôle de la locomotion peut être un peu chamboulé. OK? En fait, c'est assez dévastateur les effets que ça peut avoir une lésion du système nerveux central sur la capacité de marcher et sur la performance locomotrice. La marche, qu'est-ce que c'est d'un point de vue un peu plus philosophique? Alors, pour certaines personnes, c'est de marcher du point A au point B.
Pour d'autres, ça peut signifier, c'est une activité pour se maintenir en bonne santé physique. Pour une population peut-être un peu plus jeune, alors nos nouveaux marcheurs, la marche est souvent synonyme d'exploration. Ça leur donne la capacité d'aller explorer leur environnement sous un angle nouveau. Et bien entendu, chez nos personnes un peu plus âgées, la marche, ça représente bien souvent le maintien de l'autonomie. Alors, lorsqu'il y a une lésion de la moelle épinière, qu'est-ce que c'est que la marche? Et là, il y a probablement des mots qui vous viennent à l'esprit quand on pense à la marche. Pour certains, ça peut générer des émotions qui sont assez positives. Alors, c'est des défis, motivation, c'est un rêve, c'est de l'espoir et tout ça. Pour d'autres, c'est des émotions qui sont beaucoup plus négatives qui sont associées avec ça. Alors, ça peut signifier un deuil, ça peut signifier de la douleur aussi, ça peut signifier de la déception. Mais quoi qu'il en soit, je vous dirais que la marche, la récupération de la marche demeure un objectif de la réadaptation des gens qui subissent une lésion de la moelle épinière. Alors, en termes de données scientifiques, là, on constate que chez 14% des individus qui présentent une quadriplégie et chez environ 40% des gens qui présentent une paraplégie, la marche va être nommée comme priorité numéro 1 ou numéro 2 de la réadaptation. Alors, ces gens-là considèrent la marche comme étant une fonction importante afin d'améliorer leur qualité de vie. Et là, les autres fonctions qui peuvent entrer en ligne de compte, qui ont beaucoup d'importance aussi, vont être, bien entendu, les fonctions excrétrices et les fonctions sexuelles, qui sont aussi nommées comme étant les priorités de la réadaptation. Alors, bien entendu, il arrive que malgré les efforts déployés, malgré une réadaptation fonctionnelle intensive, qu'il y ait des limitations à la marche qui persistent. Et c'est là que la robotique embarque, parce que c'est là qu'à un moment donné, le besoin de développer des approches innovantes se fait sentir. Alors, toutes les nouvelles technologies, on parlait tout à l'heure de réalité virtuelle, les exosquelettes, la géomatique, comme Jeffrey vous a présenté tout à l'heure. Alors, au cours des dernières années, au cours des dernières décennies, les avancées sont tellement fulgurantes au niveau de la technologie qu'effectivement, on peut croire que la robotique peut devenir une avenue qui est prometteuse en réadaptation locomotrice. Alors, les robots à la rescousse. Et là, je vous ai mis une diapo ici qui est assez hollywoodienne. Alors, on voit Iron Man d'un bord, Robocop de l'autre, je crois. Et c'était très volontaire de ma part de faire ça assez hollywoodien parce que je voulais souligner le fait que, vous savez, la robotique, ça peut être quelque chose qui est très sensationnaliste. Et je suis la première à trouver ça bien excitant et à trouver ça bien prometteur. Mais il faut faire attention quand même pour évaluer ça avec une tête qui est assez froide, je vous dirais. Mais c'est sûr que c'est bien excitant comme développement. Alors, les différents types de robots. Qu'est-ce qui existe actuellement, qu'est-ce qui est étudié actuellement dans la littérature scientifique et qu'est-ce qui est présent dans certains milieux cliniques. Alors, bien entendu, on a deux grandes catégories. Alors, robots non mobiles, robots mobiles. Alors, qu'est-ce qu'on inclut dans chacune de ces catégories-là? Souvent, les robots non mobiles, ce qu'on entend par là, c'est tout ce qui tourne autour d'un tapis roulant. Alors, tapis roulant avec support de poids, souvent avec une amélioration, c'est-à-dire un maintien, par exemple, une stabilisation des hanches, une stabilisation du tronc qui est robotisé, qui est contrôlé par des robots. Et les mobiles, bien entendu, c'est tout ce qui permet de potentiellement d'aider à l'intégration sociale, à aller marcher dans la communauté, bref, à marcher à l'extérieur de l'enceinte de notre département de réadaptation ou bref, de sortir du tapis roulant. Alors ça, c'est les grandes catégories, mais on va y revenir tout à l'heure pour que je vous explique chacune des catégories, pour que je vous donne des exemples. Alors, vous voyez que parmi les différents types de robots, souvent le concept d'exosquelette va revenir. Alors, on le voit en fait ici. Là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un exosquelette? L'exosquelette, c'est simplement un équipement qui est articulé, qui est motorisé, qui va être fixé sur le corps, ça va aider les mouvements grâce à des forces qui vont être appliquées à cause de moteurs électriques et tout ça. Alors, définition peut-être un peu plus simple et un peu plus générale, qui s'appliquerait même au monde animal. L'exosquelette, c'est une caractéristique anatomique externe qui supporte et protège. Mais je pense que ces deux définitions-là, ça
ça illustre bien ce dont on parle. Ce que vous voyez sur la diapo, c'est l'exosquelette EXO, en fait, qui est développé, je crois que c'est, moi je me sais pas, mais je crois que c'est américain, mais on va en parler tout à l'heure de cet exosquelette-là. Alors, historique des exosquelettes, de où ça part? Ça, je trouvais ça très intéressant de vous donner quelques détails à ce sujet-là parce que c'est quand même surprenant de savoir que les premières traces, les prémices des exosquelettes, ça date d'aussi loin que 1890, c'est-à-dire. Alors, il y a des gens qui ont trouvé qu'un individu avait signé un brevet, une demande de brevet, sur un exosquelette qui permettait en fait de faciliter la tâche de courir. Alors, ça permettait de faire des sauts qui étaient plus hauts, puis ça permettait de courir plus facilement. Alors, c'est quand même intéressant. Alors, 1890. Par contre, aucune trace d'un prototype de cet exosquelette-là. Par la suite, bon, on a encore une fois vu des traces, des documents, des choses comme ça, mais je vous dirais qu'on commence à concrétiser un peu l'exosquelette davantage vers le milieu des années 1960. Alors, General Electric a développé ce qu'on appelle le Hardy-Man, qui est en fait un exosquelette qui devait aider les travailleurs, qui devait donner plus de force au niveau des bras pour les travailleurs. Alors, cet appareil-là, bien que le prototype des membres supérieurs ont quand même démontré des résultats prometteurs, quand ils ont tenté de faire un exosquelette pour le corps au complet, incluant les membres inférieurs, là, ça a moins bien marché. Alors, pour vous dire, il n'y a jamais personne qui est rentré dans l'exosquelette pour le tester. Alors, ça démontre un peu le peu de confiance qu'il y avait en leur appareil. Par la suite, bon, milieu des années 80, il y a un chercheur, en fait, qui a publié un papier sur un exosquelette qui permettrait aux militaires, aux soldats, de supporter des charges plus importantes avec les sacs à dos. Alors, on le sait, ils ont souvent des charges qui sont très, très importantes. Alors, vers le milieu des années 80, il y a un papier qui a été publié. Et là, on ne sera pas surpris de voir, cet homme-là n'a jamais développé son prototype en raison de problématiques financières, mais on n'est pas surpris d'apprendre que quelques dizaines d'années plus tard, les forces armées américaines ont développé quelque chose qui avait été inspiré de ce papier-là. Alors vraiment, l'exosquelette développé, le BLEX, était utile pour ça. Permettre de supporter des charges qui étaient plus lourdes, permettre une plus grande endurance aussi à la marche avec une charge sur le dos, limiter la fatigue aussi des soldats, des militaires. Alors, c'était ça les objectifs. Et là, par la suite, explosion de robots, d'exosquelettes de tous les types. La majorité, je vous dirais, l'objectif, c'était de supporter l'être humain, d'augmenter les capacités actuelles de l'être humain. Alors ici, on en a toutes sortes de modèles. Alors le MIT Exoskeleton, encore une fois, c'était pour porter des charges très lourdes, mais l'objectif avait été de simplifier un peu l'exosquelette pour le rendre lui-même moins pesant. Alors ça a tout à fait du bon sens. Le HAL, je vous dirais que c'est dans les premiers où est-ce qu'il y a eu un objectif médical ou un objectif de réadaptation qui a été associé à cet exosquelette-là. Alors, ce qu'il mentionnait, c'est que potentiellement qu'il pourrait être utilisé par les personnes âgées pour leur permettre de maintenir un bon équilibre, une bonne stabilité posturale, puis pour leur permettre de marcher plus longtemps. Par la suite, celui qui est visuellement extraordinaire, le Nurse Assisting Exoskeleton, il est spectaculaire celui-là. Alors, l'objectif était spécifiquement d'aider les membres du personnel infirmier à faire les transferts. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on voit qu'il n'y a rien en avant de la personne, mais il y a du stock en arrière. Alors, on ne sait pas trop comment ils font pour circuler avec ça, mais ils sont capables de faire les transferts. Le quatrième, c'est un robot, c'est un exosquelette qui a été développé spécifiquement pour la montée d'escalier et pour les squats. Encore une fois, c'était pour faciliter, pour aider les gens lors de montée d'escalier avec des charges sur le dos. Alors, vous voyez que tout ça, globalement, souvent, c'est pour améliorer les capacités de l'être humain. Mais là, il est où le contexte de la réadaptation? Il est où le médical? C'est quelques années plus tard qu'ils se sont dit, oh, idée du siècle, ça pourrait être utilisé en réadaptation. Alors, si on revient sur nos différents types de robots, et là, je vais passer chacune des catégories une après l'autre, comment on peut utiliser ça dans un contexte de réadaptation?
Et quels sont les robots à l'étude actuellement? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur papier, comme je vous l'ai montré, mais il y en a beaucoup qui c'est des brevets, tout ça. Mais qu'est-ce qui a été développé en réalité? Alors, premier modèle, je vous dirais que c'est la base, c'est ce qu'on voit même dans nos départements de réadaptation, c'est-à-dire tapis roulant avec support de poids, auquel on peut ajouter certains éléments. Comme je vous disais, on peut stabiliser le tronc, on peut stabiliser le bassin pour faciliter la stabilité posturale. À ce système-là, on peut ajouter un exosquelette et voici ce que ça donne. Alors ici, je vous ai mis 4 exemples, mais il y en a plus que ça. Alors vraiment, de systèmes à base de tapis roulant qui possèdent aussi des exosquelettes. Exosquelettes, on entend par là des espèces de segments, les membrures qui sont situés au niveau des segments de l'usager qui permettent de réaliser les mouvements. Alors, on voit que dans la majorité des cas, il y a un support de poids qui est associé à tout ça, bien entendu. Alors, de façon à faire progresser la réadaptation, on va tranquillement mettre plus de mise en charge sur les membres inférieurs. Mais au départ, c'est vraiment un exercice là, de mouvement passif, si on veut, au niveau des jambes. Petite particularité, le Loco-L, qui est sur l'image en haut, au milieu. En fait, on ne voit pas de membrure sur ce robot-là. Celui-ci, en fait, contrôle uniquement la trajectoire du pied. Alors, la trajectoire du pied, c'est l'extrémité la plus distale. Donc, effectivement, le fait de contrôler le pied va faire bouger les autres articulations. Mais il n'y a pas de contrôle spécifique qui va se faire au niveau des articulations. Celui dont on entend parler le plus souvent est celui qui est le plus utilisé, le Locomat. En fait, c'est celui sur la photo en bleu que vous voyez. Cet appareil-là est commercialisé actuellement. Il y a certains centres de réadaptation au Canada qui le possèdent. Au Québec, on en a un, je crois, depuis l'année passée, qui est au centre mère-enfant. Alors, c'est ce robot-là, mais adapté pour la clientèle pédiatrique. Les Forces armées canadiennes en ont un aussi. Bien entendu, ce ne sont pas tous les milieux cliniques qui en possèdent, simplement parce que ce robot-là coûte 650 000 $. Alors, bien entendu, c'est un élément assez limitant, je vous dirais. Parmi les autres types de robots, on a les orthèses spécifiques à une articulation. Alors, voici de ce dont je parle. Alors, c'est simplement les orthèses qui vont être robotisées et qu'on va contrôler le mouvement d'une articulation. Souvent utilisées dans des contextes où il y a des déficiences qui sont des limitations qui sont très, très précises. Alors, on voit ici 2 modèles d'orthèse de la cheville et le Northeastern University Knee Orthosis qui est vraiment spécifique au genou. Par la suite, les fameuses exosquelettes dont je vous ai parlé. Alors, il y en a vraiment plusieurs modèles actuellement. Il y en a plusieurs qui sont commercialisés et approuvés par Santé Canada. Alors, ça consiste finalement en des membrures qui sont attachées le long des jambes. Souvent, il y a un appareil sur le dos, en fait, qui est des fois porté comme un genre de sac à dos pour permettre, bien entendu, l'autonomie de l'exosquelette. Puis, vous constatez que les individus qui l'utilisent combinent l'utilisation d'un autre aide à la marche. Alors, on les voit avec des béquilles canadiennes. C'est simplement parce que l'exosquelette en soi n'assure pas nécessairement la stabilité posturale. Alors, l'exosquelette, c'est vraiment pour effectuer les mouvements de marche au niveau des membres inférieurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à ce propos? Bien, en fait, l'exo, qu'on voit ici, celui d'en bas, coûte environ 80 000 $. Oui, effectivement, il y en a qui sont plus légers que l'autre, mais dépendamment du type de contrôle aussi, des fois, on peut compenser pour un poids qui est un petit peu plus important avec les moteurs qui sont utilisés. Alors oui, les poids peuvent varier d'un outil à l'autre aussi. Il y en a qui sont plus ergonomiques aussi. On voit, il y en a qui se sont assurés de ne pas avoir d'équipement à l'arrière pour permettre aussi que la personne se rassoie dans son fauteuil roulant et puisse aussi le mettre de façon plus autonome. Alors, c'est ça pour les exosquelettes. Encore une fois, l'utilisation actuelle au Canada de ces appareils-là, oui, il y a de l'usage individuel. Alors, des gens qui
on réussit à trouver les moyens pour le payer, mais il y a aussi des fois, dans certains contextes, les centres de réadaptation eux-mêmes vont posséder un de ces équipements-là. Alors, des fois, c'est des équipements qui ont été financés par des bons donateurs qui étaient satisfaits de la réadaptation ou qui trouvaient que c'est un élément qui aurait pu contribuer à leur réadaptation. C'est un peu l'utilisation actuelle des exosquelettes. Et finalement, on a les deux dernières catégories qui sont les bases mobiles. Alors ça aussi, on le voit quand même dans les centres de réadaptation, c'est-à-dire c'est comme le système de support de poids avec harnais, mais qui est mobile, alors qui permet de se déplacer dans le département de réadaptation. À ce système-là, on peut aussi ajouter un exosquelette et voici ce que ça donne. Alors, ça aussi, c'est visuellement assez impressionnant. Alors, en fait, ici, on trouve que ça ressemble à un frigidaire. Moi, celui de droite, je le compare plus à une balayeuse. Mais bon, on a chacun nos références. Alors, bien entendu, on voit que le système robotisé, motorisé est très, très important et très massif. Mais par contre, ce que ça permet, ça permet aux individus de circuler dans un environnement et non pas de rester sur le tapis roulant. Le tapis roulant, qu'on le sait qu'il y a aussi des limites là, au niveau de la réadaptation. Alors, c'est un peu, on se dirige vers un environnement qui est plus écologique, mais bien entendu, là, je me verrais bien mal partir avec ça pour aller marcher dans la rue. OK, alors ça a certaines limites. Le sous-bar, qui est celui qui ressemble à une balayeuse, celui de droite, en fait, l'idée, c'était vraiment de remplacer, en fait, de faire comme si c'était une marchette, mais en plus d'y combiner un exosquelette qui va aider à faire le mouvement des membres inférieurs. Alors, plein de beaux appareils, mais maintenant, comment ça se contrôle? Alors, de façon générale, il y a à peu près deux types de modes de contrôle, là, si on parle de façon assez simple. Alors, il y a un contrôle de la trajectoire. Ça, c'est le fait que le robot va guider les mouvements au niveau des segments des membres inférieurs, va diriger les articulations des membres inférieurs ou simplement le pied, comme je vous l'ai montré avec le locorail. Et là, c'est selon une trajectoire prédéterminée. Alors, souvent, on a échantillonné un groupe d'individus qui n'a pas d'incapacité locomotrice, et ce qu'on fait, c'est qu'on reproduit ce pattern-là de marche, ce patron de marche-là, avec une population qui a des incapacités suite à une lésion de la moelle épinière. La limite de tout ça, bien entendu, c'est que c'est une trajectoire qui est déterminée. Alors, ça devient très rigide comme système. Peu importe ce qui arrive, coûte que coûte, le robot va effectuer la trajectoire qui lui a été demandée. Un peu une amélioration, si on veut, de ce type de contrôle-là, c'est le contrôle qu'on appelle Assistance as Needed. Alors, à ce moment-là, dans un contexte de réadaptation, je trouve que ça a un petit peu plus de potentiel, c'est-à-dire que le robot va fournir uniquement la force nécessaire à la réalisation de la tâche, mais ça, c'est en évaluant en temps réel ce que l'individu est capable de fournir comme effort. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, l'individu peut être en mesure de faire une partie de son cycle de marche, mais qu'à la toute fin, est capable d'étendre son genou complètement. OK? Alors là, à ce moment-là, c'est le robot qui compléterait le mouvement. Alors, c'est un petit peu, je vous dirais que ce fonctionnement-là va vraiment encourager fortement la participation de l'usager. Et là, je ne dis pas que ce n'est pas le cas avec le précédent. Parce que le précédent, les intervenants, ce qu'ils font, c'est qu'ils encouragent les gens à marcher en même temps que le robot, à vraiment faire l'effort volontaire de marcher avec le robot. C'est juste qu'ils n'ont pas de façon de monitorer vraiment l'effort de l'individu. Avec la contrôle Assistance as Needed, souvent, il y a une mesure en temps réel qui est prise pour savoir qu'est-ce que l'individu va donner. Alors, comment on fait ça? Souvent, ça va être des accéléromètres qui vont mesurer l'accélération des différents segments. Il y a aussi des activités électromyographiques qui peuvent être enregistrées. Alors, c'est-à-dire que dès qu'on voit une trace d'activité dans un muscle, bien, le mouvement du robot va commencer. Il peut y avoir les gyroscopes, aussi les gyroscopes qui évaluent les mouvements de rotation dans les trois plans. Et bien entendu, tout ce qui est cellules de force va permettre de mesurer la force qui est appliquée par l'usager ou bien la force qui est produite par le robot. Alors, c'est assez complexe comme technologie autour de ces robots-là, mais ce que vous devez
Votre risque, c'est bien entendu qu'un contrôle assistance as needed, ben, dans un contexte de réadaptation locomotrice, c'est peut-être un peu plus approprié. Encore une fois, dépendamment de la phase de récupération du client. Utilisation potentielle dans un contexte de réadaptation. Alors, c'est beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, je voudrais qu'à l'heure actuelle, il y a deux types d'utilisation potentielle en réadaptation. La première, qui est davantage en termes d'aide à la marche ou même en termes d'alternative aux fauteuils roulants. Je pense que François vous en a peut-être glissé un petit mot tout à l'heure où il n'y a pas eu assez de temps parce qu'il y avait trop de contenu. Mais en fait, les gens voient ça comme potentiellement une aide à la marche, c'est-à-dire qu'ils vont retourner à la maison avec leur exosquelette, par exemple, et que l'exosquelette va permettre pendant un certain laps de temps, le temps de faire la cuisine pendant 30 minutes, d'être à l'extérieur du fauteuil roulant et d'être dans l'exosquelette. En termes d'évidence scientifique à l'heure actuelle de cette utilisation-là, je vous dirais qu'on n'est pas rendu très, très loin. C'est-à-dire que oui, il y a des études de faisabilité qui ont été faites. En fait, les gens l'utilisent à la maison. Puis là, ce qu'on est capable de voir, c'est par exemple la vitesse de marche qu'ils sont en mesure d'atteindre, le temps qu'ils sont en mesure de rester dans l'exosquelette. C'est sûr qu'on n'est pas rendu à l'étape de faisabilité dans l'environnement de la personne. C'est-à-dire, est-ce que la personne est capable de l'utiliser de façon autonome? Est-ce qu'elle est capable de l'installer elle-même? Est-ce qu'il y a des obstacles à l'utilisation d'un tel appareil dans un domicile? Si la personne a encore ses fonctions, si la personne veut aller à la salle de bain, comment elle s'organise? On n'est pas rendu là, en termes d'évidence scientifique, mais on se dirige à une vitesse foudroyante dans ces études-là. On est vraiment sur une lancée. Alors, on voit qu'il y a un potentiel, mais on n'est pas rendu à l'étape de dire, ben, pas de fauteuil motorisé, tout le monde est devenu que. En termes d'entraînement à la marche maintenant, alors moi je suis physiothérapeute, alors bien entendu c'est l'aspect qui m'intéresse un peu davantage. Alors est-ce que ces outils-là peuvent être utilisés dans un contexte d'entraînement à la marche? Alors, et qu'en est-il réellement de l'efficacité de ces interventions-là? Alors est-ce que ça vaut la peine d'investir des dizaines de milliers de dollars pour ce type d'intervention-là? Alors, en 2010, il y a une revue de la littérature qui a été publiée sur l'efficacité de ces interventions-là. Et là, 2010, là, 5 ans dans le monde de la technologie, c'est tout un siècle. OK? C'est vraiment, ça représente, bref, elle passe ses dates un peu, cette revue de littérature-là, mais je vais vous faire une mise à jour avec les nouveaux articles qui sont sortis à ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme résultat en 2010? Qu'est-ce qu'on avait comme évidence scientifique en 2010 à propos de l'efficacité des robots en réadaptation locomotrice? Là, je vous ai mis une diapo, c'est pas vraiment pour vous, celle-là, parce qu'on ne voit pas grand-chose, mais c'était vraiment de vous démontrer, en fait, tout d'abord qu'il y a eu 6 articles qui ont été inclus dans cette étude-là. 2 essais cliniques randomisés, 4 études quasi expérimentales pour ceux qui sont plus au courant des détails. Ça aussi, ce dont je voulais vous montrer, c'est les échantillons. Alors, voyez-vous, le nombre de personnes qui ont été recrutées par les études varie entre une seule et 20 personnes. Alors, c'est des études dont les échantillons sont encore très restreints. En termes de profil des personnes recrutées, en fait, on avait un peu de tout en termes de lésions incomplètes. OK? Alors, vraiment, les profils cliniques étaient très, très, très variables en termes de niveau lésionnel, de sévérité de la lésion, de déficience présente et tout. C'était très variable, mais il y a uniquement des lésions incomplètes qui ont été étudiées. Et dans ces études-là, de façon générale, on utilisait le Locomat. Une étude a regardé l'efficacité du Loco-L. Et les entraînements variaient, je vous dirais, entre 45 minutes, entre 30 et 60 minutes, pardon, 3 à 5 fois par semaine, pendant des durées le plus souvent qui étaient de 7 à 12 semaines. Alors, c'est le type d'entraînement qu'on a offert à ces participants-là. Et là, voici les conclusions. Alors, malgré certaines améliorations démontrées suite à l'entraînement à la marche, les évidences ne sont pas assez solides pour démontrer hors de tout doute l'efficacité de ces interventions-là. Alors, bien entendu, 6 articles, peu de participants, notre puissance statistique n'était souvent pas atteinte, alors
on n'est pas en mesure de conclure en 2010. Depuis 2010, il y a 2 essais cliniques randomisés qui se sont ajoutés. Alors, le premier, qui est de Labruyère et Van Edel, a étudié 9 participants, encore une fois, lésions incomplètes en phase chronique. Et là, dans cette étude-là, on a comparé un entraînement avec assistance robotisée avec un entraînement en force. Mais là, quand je dis entraînement en force, c'est exercice non spécifique à la tâche. Alors, vraiment, on n'est pas du tout dans le spécifique à la tâche. Ce qui ressemblait le plus à la marche, c'est qu'il y a certains exercices qui se faisaient en position debout, mais c'est à peu près tout. La particularité de cette étude-là, c'est un devis de recherche croisé. Alors, il y a un premier groupe et un deuxième groupe, et les 2 groupes ont fait les 2 interventions, mais de façon opposée. Alors, c'est un devis croisé. Les séances étaient de 45 minutes, 4 fois par semaine, pendant 4 semaines, pour un total de 16 séances. Ce qui n'est pas énorme quand même comme entraînement. Et là, voici les résultats. Ce qu'on peut voir sur un graphique comme celui-ci, en fait, c'est, bon, on a nos différentes variables de résultats qu'on peut voir à gauche. Et là, les barres que vous voyez, ça nous indique, c'est vraiment une indication de si le résultat obtenu favorise l'entraînement en force quand la barre est plus vers la droite et favorise l'entraînement avec assistance robotisée quand la barre est plus à gauche. Alors, est-ce qu'on constate? C'est sûr que de façon générale, on voit une tendance qui se dirige vers la droite. Okay? Pour conclure vraiment à des résultats qui sont significatifs, il faut par contre que toute la barre soit d'un côté de la ligne médiane ou de l'autre côté. Alors, ce qu'on voit, c'est vraiment que nos bandes sont très, très étendues. Alors, ça démontre une énorme variabilité au niveau des résultats obtenus. Alors, c'est pour cette raison que les conclusions de l'étude sont les suivantes. Alors, c'est sûr que la supériorité de l'entraînement avec assistance robotisée n'a pas été démontrée. Au contraire, il y a même une variable qui semblait favoriser l'entraînement en force, alors la vitesse de marche maximale, je crois que c'était sur 10 mètres dans ce cas-ci, alors qui favorisait l'entraînement en force. C'est sûr qu'encore une fois, notre puissance statistique avec 9 participants, avec des résultats très variables, on y arrive. Autre essai clinique randomisé, celle-ci, on a comparé en fait 4 types d'entraînement à la marche avec support de poids. Alors, on a comparé tapis roulant avec assistance manuelle, tapis roulant avec stimulation électrique, marche au sol avec stimulation électrique et marche sur tapis roulant avec assistance robotisée. Dans chacun des groupes, on avait entre 11 et 15 participants et c'était des lésions incomplètes en phase chronique de récupération. Alors, les participants devaient faire, je dirais, 45 minutes d'intervention, puisqu'il y avait 15 minutes de préparation, 5 jours par semaine pendant 12 semaines. Et là, voici les résultats obtenus. Ce qu'on voit quand on voit une barre blanche et une barre plus foncée, c'est les résultats pré-post-entraînement pour chacun des groupes. Alors, on voit que, bon, là, on ne regardera pas chaque graphique en détail, mais chaque graphique représente une variable qui indique la performance locomotrice, la capacité locomotrice. Si on va dans les résultats généraux, encore une fois, la conclusion, c'est que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que peu importe l'approche utilisée, on a observé des améliorations de la performance locomotrice chez des individus qui ont une lésion de la moelle épinière. Alors, peu importe lequel des 4 entraînements, on a des améliorations. Par contre, les améliorations les plus importantes, ce n'est pas dans le groupe avec assistance robotisée. C'est davantage dans les groupes où il y avait une stimulation musculaire. Alors, c'est les résultats qu'on a pour le moment. Les limites de cette étude-là, et là, les auteurs étaient très transparents quant à leurs limites. C'est sûr qu'il y avait 4 groupes distincts de participants. Alors, un groupe par intervention. Et le profil des clients, encore une fois, chez des personnes qui ont une lésion de la moelle épinière, c'est très, très variable. Alors, c'est difficile d'établir qu'au départ, avant même l'intervention, les 4 groupes étaient équivalents. Alors, déjà là, c'est un petit peu difficile de tirer des conclusions. Autre élément qui a été mentionné par l'équipe de recherche, ils ont tout d'abord admis que leur expertise initiale, c'était davantage avec la stimulation électrique que les autres modes d'entraînement. Alors, d'emblée, il y avait eu des expériences précédentes qui utilisaient la stimulation électrique, mais pas nécessairement l'assistance robotisée. Autre élément qui a pu être une limite de cette étude-là,
c'est que l'étude a été effectuée avec le Locomap, et le Locomap, dans les versions initiales, n'offrait pas le mode de contrôle Assisted Needed. Alors, c'était uniquement un mouvement, une trajectoire qui était répétée, et les participants pouvaient très bien être dans le robot de façon passive, sans même faire d'efforts volontaires. C'est sûr que ce n'est pas ça qui est encouragé, mais encore une fois, c'est difficile de monitorer, c'est difficile de documenter tout ça. Puis, on est tous humains, hein, c'est que des fois, la paresse s'emporte sur l'effort. Ensuite de ça aussi, ce que je ne vous ai pas mentionné dans les résultats qu'on voyait, c'est que vous voyez que certains résultats, il y a 4 barres au lieu de 2. C'est simplement parce que les auteurs ont ressenti le besoin de séparer leurs participants en 2 sous-groupes. Les sous-groupes ayant des déficits plus légers, et un sous-groupe ayant des déficits plus sévères. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas ce que je vais faire, c'est qu'en fait, les participants qui avaient des déficits plus sévères semblaient avoir plus de bénéfices à l'entraînement avec l'assistance robotisée. Alors, peut-être que l'assistance robotisée ne s'adresse pas à tous nos individus ayant une lésion médulaire, mais à une certaine tranche de participants qui ont des déficits qui sont plus sévères. Mais là, il y a des questions qui demeurent. Alors, après avoir obtenu ces résultats-là, il y a eu plein d'autres études quasi-expérimentales qui ont été publiées dans la littérature. Quasi-expérimentale, c'est simplement qu'on prend les mesures avant l'intervention, on met tout le groupe de participants, on fait bénéficier les participants d'une intervention avec une assistance robotisée et on prend les mesures après. Alors, dans ces études-là, quasi-expérimentales, la majorité montre qu'il y a une amélioration de la performance locomotrice. C'est simplement quand on les compare à d'autres approches, en fait, pour voir aussi le bénéfice de payer ces montants-là pour se procurer des appareils robotisés, il faut savoir, est-ce qu'il y a des avantages par rapport à un entraînement au sol qu'on peut faire à peu près n'importe où. Il y a des questions qui demeurent. Alors, est-ce que, dans le cadre de ces études-là, les robots sont utilisés de façon optimale dans un contexte d'entraînement à la marche? Est-ce que l'entraînement avec assistance représente un défi suffisant pour stimuler l'apprentissage moteur de nos individus qui ont une lésion de la moelle épinière? Alors, est-ce suffisant ou s'il faudrait ajouter un petit quelque chose à cet entraînement-là? Alors, il y a différents paradigmes d'entraînement qui ont été étudiés dans la littérature. L'assistance est clairement celui qui a été le plus étudié. Alors, c'est-à-dire, on aide les personnes à effectuer les mouvements. Mais il y a une petite surprise au cours des dernières années dans la littérature, c'est un paradigme en résistance. Alors, au lieu de toujours aider les participants avec le robot pour effectuer le mouvement, on va en profiter pour, à l'occasion, à certains endroits spécifiques du cycle de marche, d'appliquer une résistance pour leur permettre de forcer davantage contre le robot. Alors, c'est un petit peu ça que je voulais vous présenter là, dans les quelques diapositives. C'est une étude préliminaire qui a été faite ici au CIRIS avec une orthèse robotisée qui permet d'appliquer une résistance. Alors, c'est quoi le principe de base de l'entraînement à la marche avec une résistance? C'est simplement favoriser l'adaptation motrice en induisant une erreur de mouvement qui est très spécifique à un moment du cycle de marche. Alors, ce qu'on entend par là, pour les cliniciens là, qui sont peut-être familiers avec ça, moi, ce que je trouve intéressant avec des appareils robotisés, c'est de faire un entraînement en force, mais directement dans la tâche. Alors, on a nos robots qui peuvent contrôler le mouvement des articulations de façon très spécifique. Alors, on a simplement ajouté une résistance, une perturbation au lieu de toujours aider le patient. Et là, on vient de se créer un entraînement en force directement dans la tâche. Alors, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Le paradigme en résistance a été beaucoup étudié chez les individus qui n'ont pas d'incapacité. Mais là, maintenant, est-ce que ça a un potentiel d'utilisation auprès des populations qui ont une lésion du système nerveux central? Et effectivement, on a obtenu des résultats prometteurs avec des paradigmes de ce type-là. Ce n'est pas des beaux essais cliniques randomisés avec des tonnes de participants, mais on va y venir bientôt. Alors, tout ça pour dire que oui, il y a des études qui se sont penchées sur est-ce que les gens qui ont une lésion de la moelle épinière peuvent bénéficier de ce type d'entraînement-là avec une résistance, et ça semble être le cas. Alors, simplement pour vous présenter un exemple d'une étude de ce type,
Alors, ce qu'on a fait ici au CIRIF, c'est une étude préliminaire. Il y a seulement 2 patients qui l'ont testé jusqu'à présent, mais on était vraiment plus dans l'étude de faisabilité. Alors, on a utilisé une orthèse robotisée à la cheville qui était installée sur la cheville des participants. Alors, ils devaient marcher sur le tapis roulant pendant un certain nombre de cycles de marche. Et là, sans nécessairement les avertir, alors au moment où la phase d'oscillation commençait, au lieu d'aider, comme on aurait fait traditionnellement, à relever les pieds, à leur relever les orteils vers le haut, on les a poussés en flexion plantaire. Alors, on les amenait davantage en flexion plantaire. Qu'est-ce que ça a généré comme résultat? Alors, les gens marchaient pour environ 5 minutes avec cette perturbation-là. Et là, graduellement, ce qu'on a obtenu, c'est en fait, et là, regardez, je vous montre, ici, c'est une trace qui est un peu petite. Ici, c'est la trace de la cheville. Alors, normalement, à ce moment-là du cycle de marche, on aurait dû retourner vers le haut, vers la section dorsale. Et là, nous, la courbe en noir, on les poussait vers la section plantaire. Et ce que ça a généré, c'est effectivement le muscle tibial antérieur a augmenté. En fait, son activation a augmenté dans cette phase-là du cycle de marche. Ce qui est intéressant encore plus, c'est quand on enlève la perturbation. Alors, encore une fois, on n'avertit pas nécessairement l'individu et on l'enlève. Les modifications dans le patron d'activation musculaire persistent. Alors, ce que ça signifie, c'est qu'ils maintiennent l'augmentation d'activité dans le tibial antérieur, mais là, il n'y a plus de perturbation, il n'y a plus de résistance. Donc, la flexion dorsale augmente pendant la marche. Alors, c'est un paradigme qu'on croit qu'il y aurait du potentiel, par exemple, avec des individus qui ont des déficits spécifiques là, au niveau du pied tombant. Alors, quand les pieds ont tendance à vouloir accrocher dans le plancher, c'est un type d'intervention qu'on pourrait utiliser avec eux. En toute transparence, on a testé chez 2 individus, sujet 1, sujet 2. Sujet 1 a marché extrêmement bien, pratiquement identique à nos sujets de locomotrice. Chez le sujet numéro 2, rien. On n'a pas réussi à augmenter l'activité du tibial antérieur. Alors là, notre défi, c'est de comprendre pourquoi ça a marché chez un individu et ça n'a pas marché chez l'autre. Alors, dans les prochaines études, on va regarder un peu des facteurs prédictifs des gens qui répondent bien à ce type d'entraînement aux gens qui répondent moins bien. Oui, il y a une question. Oui. En fait, il y a une question qui me mentionne la force dans le tibial antérieur au départ de l'entraînement, avant même l'entraînement, était de quel niveau? Et là, ce qu'on constate, on peut regarder les traces pour nous donner un petit indice de l'activité EMG. En fait, ces 2 patients-là avaient une activation volontaire au niveau du tibial antérieur initialement. Les forces, j'avoue, il faudrait que je retourne dans mes dossiers pour savoir exactement, mais il y avait une force définitive qui était présente. Exactement. Exactement. Puis en fait aussi, exactement. Oui, en fait, notre intervenant dans la salle nous dit que le type de lésion, en fait, le premier est un ASIA B-C9 et le deuxième est un ASIA A-L5. Alors, effectivement, il y a la présence de déficiences qui sont plus centrales et de déficiences qui sont plus périphériques dans le cas de ces 2 patients-là. Alors, effectivement, ça peut être le cas. Une de nos hypothèses concerne aussi les déficiences sensorielles. Alors, est-ce qu'il y avait des déficits proprioceptifs? Est-ce qu'ils ont perçu la présence de la perturbation? Ça, c'est dans les questions questionnaires. Mais bref, il y a un projet qui va se poursuivre à ce sujet-là pour aller investiguer l'efficacité et qu'il va y avoir un enseignement en plus basé sur cette approche. En termes de conclusion, alors qu'est-ce qu'on peut conclure de la présentation d'aujourd'hui? Alors oui, l'entraînement avec assistance robotisée améliore la performance locomotrice, mais quand vient le temps de le comparer à d'autres approches, ce n'est pas supérieur. On a même certains indicateurs qui nous disent que ça pourrait même être inférieur aux approches avec stimulation électrique. Les robots démontrent cependant d'autres avantages à ne pas négliger. Ça, je vais vous en parler dans la prochaine diapositive. Ensuite de ça, l'utilisation des robots pourrait potentiellement être utilisée pour appliquer une résistance et non pas toujours d'assister le mouvement. Alors, c'est un nouveau paradigme, c'est une nouvelle approche qui mérite qu'on s'y attarde. Et là, la limite des études actuelles, et là, je trouve ça important qu'on en parle parce que, effectivement, toutes les études, l'échantillon est restreint et dans toutes les études, on a une population, un échantillon qui est très, très, très variable. Alors, comment faire pour pallier à ces problèmes-là? Comment faire pour faire face à ce défi-là?
C'est certain que, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que dans les années futures, il va falloir qu'on applique une intervention, oui, chez un groupe de participants qui est très variable, mais il va falloir identifier chez qui ça marche, chez qui ça ne marche pas. Puis ensuite de ça, ça va peut-être nous permettre un peu de filtrer et de trier les patients potentiels qui pourraient bénéficier d'une intervention. Et là, je trouve ça très drôle de dire ça aujourd'hui en avant de cliniciens, mais il y a un besoin d'individualisation des interventions. Puis quand je dis ça, je ne m'adresse pas à la clinique, on s'entend. Alors que dans les milieux cliniques, c'est ce qu'on fait. On a un coffre à outils, on a un patient devant nous qui a des besoins et qui a des objectifs qui sont spécifiques. Et on choisit quelle approche va être idéale avec ce client-là. En recherche, extrêmement difficile à faire. Alors, les grosses études avec des puissances statistiques sont importantes. Souvent, ça nous oblige un peu à avoir une seule intervention qu'on applique chez un échantillon qui est très variable. Et là, on croise les doigts pour que ça marche chez tout le monde. Ce n'est pas tout à fait logique. Alors, c'est pour ça que je vous dis que l'approche de oui, offrir une intervention à un groupe de participants variables, mais ensuite d'aller essayer d'identifier les caractéristiques qui font que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. C'est un petit peu ça le message. Là, on a vu que l'assistance robotisée ne semblait pas être particulièrement bénéfique, du moins pas supérieure aux autres approches. Par contre, il y a des éléments qui, selon moi, ne sont pas à négliger avec ce type d'intervention-là. Alors, premièrement, ça permet de débuter la marche de façon précoce. Alors, bien entendu, nos clients vont vraiment en bénéficier le fait de, oui, être dans une position debout, mais aussi qu'on induise un mouvement au niveau des membres inférieurs. Alors, tout ce qui est en lien avec les effets secondaires associés avec l'absence, avec l'immobilité, dans le fond, on peut peut-être pallier à certains problèmes à ce niveau-là en débutant la marche de façon plus précoce. Et là, je vous ai mis quelques exemples. Améliorer les fonctions excrétrices, améliorer la santé cardiovasculaire. Et là, je ne vous parle pas de densité osseuse, de diminuer le risque de plaies, de capacité pulmonaire, etc., etc., etc. Autre effet potentiel, c'est bien entendu que ça diminue les exigences physiques sur les intervenants. Alors, on a tous en tête des images d'intervenants, souvent des équipes de 2, des équipes de 3 qui tentent de mobiliser les membres inférieurs pendant un entraînement sur tapis roulant. Quelque chose d'assez exigeant. Puis souvent, bon, on peut émettre comme hypothèse que peut-être qu'étant donné que c'est aussi exigeant, donc on est moins porté à le faire ou qu'on est porté à le faire un petit peu moins longtemps, disons. Alors ça, c'est bien entendu un effet qui n'est pas à négliger. Et bien entendu, ça peut potentiellement nous permettre d'augmenter le nombre de répétitions. Alors actuellement, en réadaptation neurologique, là, augmenter l'intensité, augmenter le volume de traitement, je pense que c'est vraiment un objectif qu'on a tout le monde en tête, là. Alors peut-être qu'effectivement, l'assistance robotisée pourrait nous permettre d'améliorer, d'augmenter le nombre de répétitions pendant nos interventions. Alors, j'essaie de vous laisser un peu sur une note positive. Alors, sans dire que ça ne vaut pas la peine, je pense qu'il y a des effets potentiels qui sont très, très intéressants. Alors, j'aimerais remercier en fait toute une équipe. Premièrement, Laurent Bouillet, qui m'a donné un coup de main avec la préparation de la présentation, mais qui est aussi co-auteur sur une des études que je vous ai présentées, ainsi que Mme Carole Richards et Martin Noël. Je remercie aussi les physiothérapeutes du programme des Mielos, parce qu'il y en a certaines qui ont collaboré justement au recrutement de nos participants et potentiellement qui pourraient contribuer dans le futur là, pour l'étude qui va se poursuivre. Et bien entendu, remerciements aux participants. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, allez-y. Alors, la question est, est-ce que c'est difficile de recruter les gens pour des études comme ça? Oui, ça l'est, effectivement. C'est sûr qu'au programme des myélopathies, bon, dépendamment du nombre de clients qui sont sur l'unité et tout ça, mais on sait aussi que c'est des individus, souvent, quand ils retournent à la maison, c'est des gens qui sont actifs, qui ont une vie sociale, qui des fois retournent au travail, qui ont une famille. Alors, c'est des gens quand même passablement occupés si on le compare à d'autres types de clientèle. Alors oui, effectivement, le recrutement est un peu laborieux. Et si les chercheurs se déplaçaient au lieu de faire du
Oui, la question est, est-ce que si le chercheur devait se déplacer, est-ce que si le chercheur se déplaçait au lieu de faire déplacer les individus qui ont des lésions médulaires, est-ce que ça pourrait aider au recrutement? Effectivement, moi je pense que, dépendamment de la technologie qu'on utilise, des fois ça pourrait être faisable. Dans certains cas, étant donné qu'on recueille des données avec nos appareils, par exemple l'activité des muscles, le mouvement avec des systèmes d'analyse du mouvement en 3 dimensions. C'est sûr que dépendamment de la complexité de l'expérimentation, des fois c'est pas possible. Mais je vous dirais que c'est dans la tête de tous les chercheurs de développer des protocoles qui pourraient potentiellement être faits à l'extérieur, comme par exemple avec des systèmes de mesure de l'activité, mais sans fil, ou avec on parle d'accéléromètre, de gyroscope pour mesurer le mouvement. Ça aussi, c'est du sans fil. Alors, on n'a pas besoin d'être dans les laboratoires du centre de recherche. Alors, effectivement, c'est un bon point. D'autres questions? Alors, je pense qu'on en est à la fin aussi de la période de temps allouée pour la présentation. Alors, merci beaucoup d'avoir été présent et merci pour vos questions. Alors voilà ce qui conclut la présentation de Mme Andréane Blanchette. La rediffusion du webinaire d'aujourd'hui est possible grâce à nos partenaires Opermix, Elevabec et Vue et Voix dans le cadre des Journées québécoises des lésions médulaires.